Bonjour et bienvenue à la première édition de l'Érable en bref de cette semaine. Aujourd'hui, nous vous présentons deux sujets, les défis pissenlits et une annonce sur la santé régionale. Nous nous trouvons dans les installations de l'hôpital Hôtel Dieu de Arthabasca à Victoriaville pour entendre l'annonce du ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, sur l'impact qu'il y aura les projets de loi 15 dans la région. Nous allons aussi nous informer sur le futur du Centre de santé régional de l'Érable à Plessisville. Bonjour, je suis très content d'être venu ici aujourd'hui avec, entre autres, mon collègue Éric Lefebvre. On voulait voir, entre autres, l'hôpital, puis avec les investissements majeurs qui ont été confirmés dans les derniers mois, c'est toujours important de venir voir si le projet va bien aller, va rentrer dans les délais. On est allé à l'extérieur, c'est quand même un projet excessivement important. Dans le cadre du projet de loi 15, là, le projet qu'on va travailler dans les prochaines semaines sur l'efficacité du réseau, on parle beaucoup des régions. Puis je suis venu aussi rencontrer les différents représentants des élus municipaux parce que c'est la meilleure façon d'avoir le pouls du terrain. Hein, parce qu'on dit toujours qu'on peut on peut sentir en parlant au PDG qu'est-ce qui se passe dans la région, sont où les enjeux, puis etc. Puis il y en a des enjeux importants dans notre réseau de la santé. Notre personnel a vécu des moments très difficiles durant la pandémie. Puis ça, je pense que, en tout cas, j'ai été aux premières scènes, mais ceux qui étaient vraiment sur le terrain, qui étaient dans les hôpitaux, qui ont vécu la COVID, c'est ces gens-là. Beaucoup de respect pour ces gens-là. Deuxièmement, on est en négociation. Puis ça, c'est un principe que je veux respecter. Les gens ont le droit de faire ce qu'ils veulent, en autant qu'on le fasse dans le respect. Alors, si les gens veulent manifester, exprimer qu'ils sont en désaccord sur certaines choses, c'est leur plein droit. Moi, on parlait de Kings Effort, j'ai travaillé avec des syndicats pendant de nombreuses années. C'est quelque chose que je respecte quand j'étais chez Cascade. Je ne changerai pas d'attitude parce que je suis rendu à la santé. Puis je veux leur donner ce message-là. J'ai beaucoup de respect. Maintenant, on vit des situations très difficiles en ce moment, très difficiles, puis j'ai beaucoup de respect pour la PDG qui essaye de trouver des solutions. Mais quand on essaye de trouver des solutions, il faut se parler, puis il faut regarder comment on peut faire ça. Alors, moi, je suis content parce que, d'ailleurs, leur présence aujourd'hui, c'est pas des gens qui sont agressifs, là, c'est des gens qui disent on veut faire notre opinion. Puis je pense que jusqu'à maintenant, il y a eu quand même des discussions. C'est pas parfait, je sais que c'est pas facile, mais j'ai dit, on essaye de trouver des solutions parce qu'une chose qu'on veut faire, c'est baisser le TSO. Alors, je dirais que le grand objectif que la PDG veut faire avec son équipe, c'est de baisser. Les solutions sont-elles parfaites? Non, mais merci d'être là et merci de le faire dans ce climat constructif-là. Alors, si on fait ça, on va finir par s'entendre. Bien, il y en a des solutions. Ils ne sont pas toujours faciles. Puis il faut penser, comme on dit, en dehors de la boîte. C'est pour ça que ce que la PDG est en train de mettre en place ici, c'est de dire, est-ce qu'à l'intérieur de la convention collective, on peut trouver des solutions? Ça n'a pas été fait ailleurs, puis c'est là que je salue les initiatives qui sont prises ici, de dire, est-ce qu'on peut faire ça autrement en discutant? Moi, je vais vous dire, ici, là, ce qu'ils ont réussi à faire, surtout avec un climat de collaboration, je pense qu'ils s'en vont en bonne place. On va essayer d'imposer le moins de choses, mais de le faire par négociation. Le projet de loi 15, je reviens, puis c'est pour ça que j'en discute beaucoup quand je rencontre nos PDG puis les gestionnaires d'hôpitaux. Le projet de loi 15 va aussi demander à nos médecins de faire un effort, entre autres. Donc, c'est pour ça qu'on veut améliorer la gouvernance médicale, plus de médecins dans nos urgences à des heures défavorables, etc. Alors, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs actions qu'on est en train de faire. Puis je pense que plus on va sur le terrain, plus on se rend compte que les solutions sont en train d'arriver. Ministre, quels seront les bénéfices pour les personnes qui habitent dans les régions rurales, comme les personnes de la MRC de l'Érable? Bien, entre autres, écoutez, l'effet principal ici est à la salle d'urgence, puis dans les blocs opératoires. Si je résumais là, les gros investissements, puis dans les urgences, c'est pas juste la salle d'attente, c'est comment le personnel est installé de façon à mieux voir ceux qui sont dans les salles environnantes. Puis moi, quand je suis allé visiter tout à l'heure, là, ça a été construit, on parle d'une quarantaine d'années, des fois une cinquantaine d'années. Il n'y avait pas cette notion-là de permettre aux infirmières puis aux médecins d'avoir une bonne vue
de ce qui se passe pour chacun des patients. Alors, c'est pour ça que maintenant qu'on est en train de rénover à peu près tous nos hôpitaux du Québec, bien là, ce n'est pas la première urgence qu'on rénove. Et pour les patients, d'être capable d'avoir un environnement plus sécuritaire et où c'est plus agréable pour nos infirmières et médecins de travailler. Ça a l'air de rien, mais les infirmières heureuses, les médecins heureux, mais ça rend des patients heureux. Alors ça, c'est la première chose. Bloc opératoire, même chose. On passe de 6 à 8 salles d'opération, plus spacieuses, des corridors qui permettent de mieux déplacer les patients. C'est tous des petits détails. Mais là, on est en train de regarder pour les 50 prochaines années. C'est pas juste ce qui va arriver dans les 2 prochaines années, c'est qu'on veut que les patients dans les régions, comme ici, soient aussi bien traités qu'au CUSUM, au CHUM ou qu'au CHUL à Québec. C'est ça qu'on veut, avoir la même qualité de traitement et de service pour nos patients, peu importe où ils sont au Québec. Premièrement, tantôt, je parlais des avantages d'avoir une gestion locale de proximité avec les élus. Lorsqu'il a été décidé de dire en ce moment, il manque un médecin, est-ce qu'on ferme 2-3 heures par jour, ou est-ce qu'on ferme peut-être une journée, la journée la moins occupée? Puis, ce qui est arrivé, la direction, ici, elle leur a dit, on va vous donner le choix. Qu'est-ce que vous aimez mieux qui arrive jusqu'à temps qu'on ait trouvé notre médecin? Bien, il y a eu une décision où les élus, les 6-7 élus qui étaient là, ils ont dit, on aime mieux fermer une journée, la journée la moins achalandée, mais c'est notre décision. Et c'est ça, moi, que j'appelle la gestion de proximité. Par contre, le projet de loi 15 dont je vous parlais, on veut instaurer le même système pour les spécialistes qu'on fait avec les omnis, c'est-à-dire ce qu'on appelle les PREM, les activités médicales qui sont obligées d'être, par exemple, dans une urgence ou dans un CHSLD. Alors, je répète, on prend des solutions intérimaires, des fois, d'avoir une diminution de service, des journées qui sont moins graves que d'autres, mais en même temps, il faut travailler pour aller chercher nos médecins pour les ramener dans nos régions. Bien, moi, je les rassurerai en disant que, contrairement à la réforme de 2015, moi, c'est un projet que j'ai déposé, le plan de santé, il y a 1 an. J'ai dit qu'on voulait avoir un réseau qui était plus humain, plus performant. On a déposé un projet de loi qu'on ne fera pas en bâillon dans les 2 prochaines semaines. J'ai dit qu'on allait avoir un plan de transition. Les infirmières vont participer à ce plan de transition-là. Alors, on fait les choses différemment. On n'a pas la chance de manquer notre coup cette fois-ci. Moi, j'ai 80 000 infirmières à qui j'ai pris l'engagement que j'allais les écouter dans les prochains mois, en parallèle avec les négociations qu'on fait. Puis je veux juste dire, ils sont une partie importante, puis on ne manquera pas notre coup cette fois-ci. Tout ce qu'on veut faire, c'est donner un service de qualité à nos patients, mais ça nous prend un personnel heureux. Pour le Centre régional de santé de la MRC de l'Érable, qu'est-ce qui va passer? Quel sera le futur? Bien, je pense qu'on a des bonnes nouvelles pour eux avec une clinique, entre autres, là, qui va être capable d'avoir une clinique parce que je reviens toujours à la gestion de proximité, c'est pas toujours un hôpital. Si on est capable d'avoir des cliniques qui sont sur place, d'ailleurs, on l'a discuté tout à l'heure avec les élus municipaux, est-ce que cette clinique-là pourrait bien vous servir dans votre région? Et la réponse, c'était oui. Alors, c'est un peu le même principe. On va travailler avec nos élus pour être capable d'avoir un très bon service. Monsieur Lefebvre, quels sont les avancements qu'il y a dans la MRC de l'Érable sur ce sujet? Oui, bien, des beaux avancements. On a une proposition du CIUS par rapport à une clinique de proximité. On a déjà une clinique de proximité, un modèle qui a été fait à Trois-Rivières, également un du côté de Drummondville, avec des IPS. Et j'ai été visité, j'ai été emballé par le modèle que le CIUS nous proposait. J'ai organisé une rencontre avec les différents élus de la MRC de l'Érable pour qu'on puisse aller visiter également cette clinique-là du côté de Trois-Rivières. Et la réponse a été unanime du côté des élus de la MRC de l'Érable pour dire que c'est le modèle de clinique qu'ils souhaitaient du côté de Plessisville. Alors, on poursuit le travail, mais mon objectif, là, c'est pour qu'en 2025, on puisse ouvrir cette clinique-là. Bien, là, présentement, il y a des GMF, il y a un groupe de médecine familiale du côté de Plessisville qui est en train d'ouvrir avec plusieurs médecins qui vont être là. Alors ça, c'est excellent. On a un GMF également du côté de Princeville. Donc ça, c'est une avancée également du côté de l'Érable par rapport aux médecins. Puis également, il va y avoir des bassins de gens qui vont être attitrés à chacun des GMF de Princeville et de Plessisville pour que les gens puissent rencontrer un médecin.
Nous venons d'entendre le ministre de la Santé du Québec, M. Christian Dubé, et le député de Arthabasca érable, M. Éric Lefebvre, s'exprimer sur les améliorations du système de santé pour les services de proximité en milieu rural. Pour la TVC, Sylvana Suarez. Aujourd'hui, nous vous présentons comme sujet principal la 3e édition du défi Pissenlit, qui débute dans ce mois de mai. Le défi Pissenlit est un mouvement qui a pour but de sensibiliser la population à l'apport vital des abeilles et des insectes pollinisateurs à la société. Initié en 2021 par l'entreprise Miel et compagnie, le défi invite les Québécoises et les Québécoises à retarder la tonte de leur gazon de quelques jours à 2 semaines, afin d'offrir aux pollinisateurs nectar et pollen de fleurs de pissenlit. Cette année, la ville de Princeville a décidé de participer du défi. Pour la 3e édition du défi Pissenlit, Princeville s'engage à ne pas faire d'application de pesticides sur certains terrains et à démontrer comment elle a contribué à la protection des insectes pollinisateurs autres que par le défi. Le défi Pissenlit a été créé au Québec par Christina Fortin-Ménard et David Lee Desrochers, propriétaires de Miel et compagnie, une ferme de production de miel qui s'engage à pratiquer l'apiculture synergique. Il s'agit d'un mode d'exploitation du miel pour maintenir la harmonie entre l'abeille, les plantes et le bien-être de leurs clients. Située à Port-Neuf, Québec, l'entreprise offre des produits naturels à base de miel. Pour commencer, nous allons discuter avec l'initiateur du mouvement, M. David Lee Desrochers, par vidéoconférence pour nous expliquer les raisons de la création du défi Pissenlit. Bonjour David. Bonjour. En quoi consiste le projet et comment est née l'idée de le créer? Oui, ben en fait, le défi Pissenlit a été lancé en 2019. Donc, on avait beaucoup là, de messages qui venaient de nos clients, de la population, qui voulaient en fait venir en aide aux insectes pollinisateurs, aux abeilles. Et puis, les gens cherchaient toujours là, des façons très, très, très compliquées là, de pouvoir les aider. Et puis, nous, de notre côté, on marquait qu'au printemps, on avait une floraison abondante de pissenlit. Et donc, qui est la première source là, de nectar en abondance et de pollen là, au Québec. Donc, on s'est dit, mais pourquoi pas, en fait, apporter la solution très, très simple là, à nos clients, à la population, donc en les conscientisant, en retardant donc la tonte de la pelouse, dépendamment des régions, là, mais qui s'étalent généralement au courant du mois de mai. Et donc, le but, en fait, du défi Pissenlit est pas de retarder la tonte tout le mois de mai, mais seulement là, de quelques jours à 1 à 2 semaines environ suite à l'émergence de ces précieuses fleurs. Fait que ce que ça permet, ben, c'est de vraiment offrir un garde-manger complet là, pour les insectes pollinisateurs et aussi là, les abeilles domestiques. Parfait. Et on va parler un peu de les abeilles. Pourquoi sont si importants pour l'environnement et pour la vie humaine? Oui, donc en fait, là, la pollinisation, là, c'est 35% de notre garde-manger. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que les fruits, on a 35% de notre assiette là, qui dépendent de la pollinisation directe. Donc, souvent, on va retrouver là, les fruits et les légumes. Et aussi l'abeille, en fait, c'est la sentinelle de l'environnement. Ce que ça veut dire, c'est que selon l'état de santé des colonies, ben, on peut voir aussi là, la santé de l'environnement autour. Donc, c'est pourquoi là, que c'est si important. Et quels sont les processus qui vous faites dans Mielico pour soin des abeilles? Oui, ben en fait, c'est sûr que nous, le défi Pissenlit, c'est principalement là, notre engagement là, concret qu'on fait pour les insectes pollinisateurs, mais aussi on parle, ben j'allais dire tout récemment là, mais beaucoup de l'apiculture synergique. Donc chez Miel Eco, en fait notre mission là, c'est de pouvoir mettre notre passion, notre savoir-faire à développer, à vendre et distribuer là, les produits délices et mieux-être qui sont issus de nos ruches. Puis tout ça, en fait, on le fait en pratiquant l'apiculture synergique. Donc, ça veut dire que c'est la communion parfaite entre l'abeille, les plantes et notre bien-être. Fait que c'est ce qui est super important là, chez Miel Eco, c'est que chacune de nos actions sont vraiment prises en fonction de ces 3 piliers-là. Est-ce que les projets incluent seulement le Québec ou les projets sont dans des autres pays? Oui, ben en fait, on a eu beaucoup, suite au lancement du défi Pissenlit, on a eu beaucoup de gens de la France et de l'Europe qui nous ont approchés, en fait, là, pour avoir un petit peu plus d'informations sur le concept. Par contre, honnêtement, c'est vraiment au Québec où ce qu'on a le plus grand essor.
En ce moment, à l'heure où on est là, rendu à 200 villes et organisations là, d'inscrits au défi Pissenlit là, pour l'année 2023. Dans quels endroits au Québec est plus développé le projet défi Pissenlit? Oui, en fait, c'est vraiment partout au Québec. Je dirais qu'il y a une grande concentration qui va être dans le coin de la Montérégie. Le pourquoi est simple, c'est que le bassin de population est beaucoup plus élevé. Donc, c'est sûr, Montérégie et même Outaouais, là, où on trouve beaucoup de participants. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on peut se rendre sur le défipissenlit.com et puis s'inscrire aussi comme participant, puis on va avoir une petite fleur de pissenlit qui va être affichée. Donc, de cette façon-là, on peut voir super rapidement et facilement là, la répartition des participants pour cette année. Et quels ont été les objectifs les plus significatifs atteints de ce projet? Oui, en fait, le projet à la base est vraiment de conscientiser les gens sur l'importance des insectes pollinisateurs et de la biodiversité. Donc c'est pourquoi qu'on a commencé avec le défi Pissenlit. Mais on va dire le but du projet est vraiment, là, c'est ça, d'amener cette conscience-là au niveau de la population et que on puisse installer là, des îlots millefères, des éco-pelouses, donc vraiment là, de pouvoir pousser le concept, donc l'importance de la biodiversité à l'année. Pour les jeunes, quelles sont les actions que vous voulez que les jeunes prennent pour soin des abeilles et de l'environnement? Oui, comme on disait, donc on a vraiment là, de retarder en fait l'attente. C'est sûr que c'est la première la première action là, qui est très très simple, mais par la suite via justement défipissenlit.com, on a une full d'informations au niveau des semences qu'on peut se procurer. Donc pour aider les insectes pollinisateurs, de pouvoir justement faire soit des arrangements floraux, les éco-pelouses. Donc, ça veut dire qu'on peut semer, exemple, un trèfle, un petit thym. Quel produit alimentaire est lié à la santé et provient des abeilles? Oui, donc tout ce qui dépend de la pollinisation, là, il y en a énormément, mais rapidement, on peut avoir le café, le cacao, on a tout ce qui est les petits fruits au Québec, donc fraises, framboises, bleuets. On a la canneberge aussi, tout ce qui est les curcubitacées, donc on parle là-dedans des courges, on a les concombres, donc vraiment les tomates. Donc presque tout ce qu'on peut penser rapidement au niveau des fruits et légumes dépend là, vraiment de la pollinisation. Si nous n'agissons pas maintenant pour prendre soin des abeilles, comment l'environnement et les gens seront affectés? Oui, on en revient souvent encore là, aux 35% là, qui dépendent de la pollinisation, mais c'est vraiment ça. Donc, en fait, là, pour avoir une alimentation équilibrée, pour avoir aussi une diversité florale, en fait, la pollinisation, c'est l'élément là, central, le cœur de tout ça. Donc, c'est pour ça l'importance aussi là, des abeilles, mais des insectes pollinisateurs. Parfait, Monsieur David. Merci beaucoup pour être avec nous aujourd'hui. Bye bye. Nous avons appris comment le défi Pissenlit est né et comment il est présent au Québec. Maintenant, nous apportons les points de vue locaux dans la région de l'érable. En particulier, nous allons apprendre comment la ville de Princeville s'engage à participer. Nous recevons en studio M. Sébastien Gingras, directeur de communication et de relations avec les citoyens de Princeville, pour nous expliquer ce que la ville fait pour protéger les abeilles, les insectes pollinisateurs et la nature. Et Sébastien, bonjour. Bonjour. En quoi consiste le défi Pissenlit et quel est l'objectif principal de ce défi? L'objectif principal du défi Pissenlit, en fait, c'était vraiment de reconnaître l'apport vital des abeilles et des autres pollinisateurs dans notre société. C'est sûr que le défi Pissenlit, c'est la 3e édition au niveau provincial de cette initiative-là qui a été développée par l'entreprise Miel Éco, qui est située à Port-Neuf. Mais c'est vraiment important parce que toute notre alimentation dépend un peu du cycle de pollinisation, là, puis du travail des abeilles et des autres pollinisateurs et par l'utilisation de pesticides, d'engrais au fil des années, la population d'abeilles a vraiment diminué de façon quand même importante un peu partout sur la planète. Donc, il n'y a pas juste ici au Québec maintenant qu'on fait davantage d'efforts pour sauver nos abeilles. Ça se fait un peu partout dans le monde, justement, des initiatives sans doute comme celle du défi Pissenlit. Mais nous, au Québec, le défi Pissenlit, en fait, c'est qu'on veut retarder la tonte
du gazon, dans le fond, de laisser pousser les pissenlits au mois de mai. On demande aux gens de laisser pousser les pissenlits de quelques jours jusqu'à 2 semaines. Puis ensuite, bon, les gens peuvent faire le gazon, tondre le gazon, puis ensuite, bon, les pissenlits vont repousser encore. Mais il faut préciser que les pissenlits, ça se trouve être la première source de nourriture pour les abeilles et les autres pollinisateurs au printemps. Donc, d'où l'importance finalement de les laisser pousser pour que la nature fasse son œuvre, comme on dit. Sébastien, quand est-ce qu'a commencé le défi ici à Princeville? OK. Ben, faut préciser, nous, c'est la première année qu'on se joint officiellement au défi pissenlit. Mais ça veut pas dire qu'on faisait absolument rien de notre côté dans les années précédentes. Au contraire, on avait déjà, en 2019, adopté un règlement sur l'utilisation extérieure des pesticides et des engrais. Ça, je me dois de faire une précision, c'est qu'en fait, c'est la ville de Plessisville qui a été le leader dans ce dossier-là. Parce que puis la ville de Plessisville avait une telle réglementation depuis 2006. Et en fait, quand est venu le temps de faire une refonte, de réviser cette réglementation-là, ben la ville de Plessisville a sollicité Princeville et Victoriaville pour finalement qu'on adopte les 3 villes ensemble la même réglementation. Fait que ce qui facilite, entre autres, beaucoup le travail des entreprises qui sont chargées de l'entretien, entre autres des aménagements paysagers et tout. Comme le territoire, on est quand même à proximité, les 3 villes, ben, d'avoir la même réglementation, c'est vraiment plus simple aussi. On simplifie la vie, beaucoup des entrepreneurs. Puis, ça démontre aussi, je pense, une belle solidarité aussi sur le plan environnemental. Donc, c'est sûr, bon, nous, il y a eu, je mentionnais l'adoption de la réglementation 2019. D'autres exemples concrets, eh bien, dans nos aménagements paysagers à la ville de Princeville, on a planté des arbres fruitiers, beaucoup de fleurs aussi, bref, pour faciliter, là, si on veut, pour attirer là, les pollinisateurs et les abeilles. Également, l'an dernier, on avait participé comme ça, on pourrait dire de façon officieuse, sans vraiment être dans le défi pissenlit, mais on avait laissé pousser au mois de mai 2022 les pissenlits dans nos plates-bandes, autant au parc multisport que dans les autres parcs municipaux. Donc, on avait déjà fait là, ce travail-là l'an dernier, puis on avait commencé aussi l'an dernier à faire de la sensibilisation auprès de la population. Aussi, on avait invité les gens là, à faire de même aussi sur leur propriété. Et en plus de retarder la tonte des pissenlits, comment les gens peuvent s'impliquer dans cet défi de 2023? Ben, en visitant le site web défipissenlit.com, les gens, dans le fond, vont pouvoir s'inscrire officiellement au défi afin de figurer sur une carte interactive qui répertorie toutes les personnes et les organisations qui sont inscrites au défi. Par la suite, comment on peut participer? Bien, c'est en prenant une photo de son terrain envahi, si on veut, avec les belles fleurs jaunes et de le partager sur Instagram, sur Facebook, avec le hashtag défi pissenlit. Et il y a aussi en identifiant Miel Eco, donc l'entreprise qui a initié le défi. Et les gens vont courir la chance là, de remporter, là, il y a un concours là, pour la plus belle pelouse fleurie. Là. Tous les détails sont disponibles sur le site web. Ce qui est intéressant aussi pour conscientiser les enfants à l'importance de la cause, il y a également des activités pédagogiques qui sont disponibles sur le site web, qui ont été conçues par une éducatrice, donc par une enseignante. Mais oui, est-ce que le défi c'est pour les citoyens, mais aussi pour les gens qui habitent à la campagne? Oui, tout à fait. C'est pour toute la population, le défi, là, qu'on habite en ville ou en campagne. Si on a des pissenlits sur nos terrains, là, on peut participer au défi pissenlit, bien entendu. Puis évidemment, ben, il y a un volet, bon, sur le site web qui est pour les citoyens, mais il y a aussi le volet pour les organisations comme nous, la ville de Princeville. On fait partie, cette année, il y a un peu plus de 200 organisations, là, dont des municipalités qui, jusqu'à présent, qui font partie du défi, là, pour cette année. Et Sébastien, à quoi s'engage la ville de Princeville cette année, mais aussi pour le futur, avec les défis des pissenlits? Première chose, on s'engage à ne pas utiliser d'engrais et de pesticides sur notre territoire, comme le veut notre réglementation. On va en profiter aussi pour faire connaître un peu plus cette réglementation-là auprès de la population, peut-être qui l'ont oublié. Bon, il y a des nouveaux arrivants peut-être qui sont pas au courant nécessairement de tout ça. Donc, on va en profiter dans le cadre du défi pissenlit pour rappeler tout ça. Bien entendu, comme je l'expliquais tantôt, on va encore laisser pousser les pissenlits dans nos plates-bandes. Nous aussi, à peu près jusqu'à un maximum de 2 semaines avant de faire la tonte de tout ça. Et bien entendu, la ville de Princeville, on a une classification 4 fleurons, donc au niveau du programme horticole Fleurons du Québec. Donc, c'est sûr qu'on va continuer à planter des fleurs, des arbres fruitiers aussi qui vont être utiles à la cause des abeilles. Je pense que comme ville, ben, c'est sûr que dans le futur aussi, on va continuer à faire beaucoup de promotions pour la protection de l'environnement, que ce soit pour le défi pissenlit ou pour
la protection de l'environnement tout court. Je pense que ça fait partie des responsabilités des villes d'en faire davantage, là, puis on va être là pour ça. Est-ce qu'il y a une date de début et de fin pour l'édition de Défi Pissenlit 2023? Ben, en fait, le défi de Pissenlit, dis-je bien, se déroule tout au long du mois de mai. C'est sûr, tout dépendant des années. Parfois, on a un printemps plus hâtif que d'autres. Donc, oui, ça commence au début du mois de mai, mais bon, s'il n'y a pas de pissenlits qui sont sortis des gazons au début du mois de mai, je dirais on s'adapte au fur et à mesure chaque année. Mais oui, généralement, ça va être tout le mois de mai, le défi. Et Sébastien, est-ce qu'il y a des autres activités reliées à l'environnement ici à Princeville? Ben, du côté de Princeville, aussi au niveau de l'environnement, c'est sûr, tout au long de l'année, on est très impliqué du côté de Princeville dans l'activité éducative Un arbre, une vie. Ça, c'est un projet qui existe depuis plus de 20 ans déjà dans plusieurs écoles, pas seulement de la région, mais ça s'est répandu un peu partout au Québec. Puis dans le fond, ça se trouve à être de la production d'arbres qui est faite par des jeunes. Ces arbres-là sont revendus à prix modique. Du côté de Princeville, même on offre par le biais d'un concours chaque année une cinquantaine d'arbres aussi, que les gens peuvent s'inscrire au concours, puis on donne des arbres finalement. Puis il y a aussi eu une autre initiative qui a été faite ce printemps. C'était le projet Une pierre à trois coups. Finalement, les familles étaient invitées à choisir les semences d'arbres qu'elles voulaient produire chez elles à la maison. Puis dans le fond, les semences leur étaient envoyées gratuitement par la poste. Puis c'est quand même un projet qui est intéressant parce qu'on le dit toujours, planter des arbres, c'est contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Fait que ça aussi, c'est important. Ça aussi, on en fait la promotion depuis plusieurs années de notre côté à Princeville. Sébastien, merci beaucoup pour votre présence ici. Ça fait un plaisir. Nous nous approchons de la fin de cette première édition de l'érable en bref de la semaine. Nous vous invitons à visualiser notre deuxième édition de l'érable en bref de cette semaine, disponible à partir de mercredi sur les ondes de la TVC. Aussi, vous trouverez en ondes notre émission Érable approfondie à partir de samedi. Vous pouvez aussi regarder nos émissions après la diffusion sur notre site internet www.tvce.org. Maintenant, nous vous disons à la prochaine pour une nouvelle rencontre informative.